Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Merci d'accepter cet échange qui va durer environ 28 minutes. C'est un échange où on ne va pas du tout parler politique, pas de polémique, rien. C'est un échange en égalité avec tous les candidats qui ont accepté, jusque-là tous, qui ont accepté de répondre. Ça va être une histoire d'hommes et de femmes. Ça va être un peu la façon dont vous voyez les choses, vous de votre côté. Le principe de l'émission est tout simple, c'est un plan séquence qui dure 28 minutes, pas de coupe, pas de trucage, c'est vous tel que vous êtes, nature. Et toutes les interviews seront toutes diffusées le même jour, la même date, la même heure pour tout le monde, comme ça tout le monde est en égalité. Bonjour, vous appelez comment ? Bonjour, je m'appelle Sandrine Descaves. Alors, vous nous arrivez de où ? Vous êtes lozérienne, vous avez ça remonte où un peu vos origines personnelles ? Alors j'arrive du Cantal en fait, bon, pour le faire court, mais c'est là que j'ai vécu le plus quand j'étais petite. Sinon je suis née à Paris, comme beaucoup de Cantalous. Alors juste avant, toute la famille était dans le Cantal ou historiquement ou c'est Oui, toute la famille est dans le Cantal. Ouais. Donc je suis née à Paris, très vite, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en gros dans le Cantal, au nord d'Aurillac. Et puis après j'ai vadrouillé un petit peu en Savoie, dans l'Hérault, enfin voilà. Et je suis venue en Lozère, c'était ma volonté. Voilà. Eh ben super, donc ça c'est le résumé de ce qu'on va faire maintenant sur les 26 minutes qui restent. Vous avez choisi de démarrer ici, on est au festival, enfin c'est pas encore tout à fait mais ça démarre. Les installations sont en train de finir de se préparer justement au festival d'Olt ici au Blémard. Pour quelle raison ? Alors parce que le thème de cette année, donc Oltopia, donc utopie, pour moi ça me parle beaucoup parce que je me dis que voilà, on a un réel, en fait une réalité qui quelque part nous est un peu imposée, et les utopies à mon avis c'est ce qui va nous aider à trouver les solutions pour le futur, voilà, dans plein de domaines. Deux minutes. Voilà. Et donc, et puis là, en plus, l'entrée, on a l'impression d'être dans le pays des merveilles avec Alice. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche parce que c'est décalé, parce que c'est un peu fou. Et puis, en fait, ça nous fait réfléchir et penser à plein de choses. Et c'est ce que j'aime bien, moi, dans la culture. Je suis assez nulle, en fait. Je connais très peu de compositeurs, tout ça. Enfin, je retiens pas les noms. Mais par contre, il y a des choses qui me font vibrer, il y a des choses qui me touchent. Et voilà, c'est ce qui me plaît beaucoup dans la culture. Et donc, c'est un très bon lieu pour illustrer ça, de ma personne. Voilà. Non, mais très bien, et ça nous parle tous. Tant que Alice ne chute pas de façon indéterminée, tout va bien. Et puis on parcourt comme ça plusieurs mondes. Je reviens donc un petit peu tout au début. C'est indiscret, on ne demande jamais normalement aux dames. Mais vous êtes née en quelle année à peu près ? À peu près, c'est même une certitude la date. Je suis née en 75. En 1975, c'est toute jeune. Quand même 47 ans, donc oui. Voilà, jeune et pas trop jeune non plus, quoi. Presque un demi-siècle quand même. Des frères et des sœurs peut-être ? Oui, j'ai une sœur qui est toujours dans le Cantal. Ouais. Toujours dans le Cantal. Et alors du coup, vous nous avez soufflé, la jeunesse s'est déroulée comment ? Enfin, je parle, la petite enfance s'est déroulée comment ? Avec Alice au Pays des Merveilles ? Pas trop, je crois que j'ai découvert Alice au Pays des Merveilles beaucoup plus tard. Non, j'habitais dans une ferme et je vivais dans une ferme, voilà, une petite ferme isolée qui ressemble beaucoup d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça que la Lozère m'attirait autant, entre autres, pour ses paysages, etc. Et j'ai passé beaucoup de temps dans les prés, dans l'écurie, dans l'étable avec les vaches, etc. Je travaillais, en fait, en étant l'aînée, j'aidais beaucoup dans la famille. Voilà, donc je sais conduire un tracteur, je sais nettoyer les vaches, traire les vaches, les parquer, m'occuper des veaux, enfin voilà, nettoyer les machines à traire. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Voilà. Jusqu'à quel âge à peu près ? Je disais tout à l'heure 20 ans, mais oui, c'est grosso modo jusqu'à l'âge de 20 ans, un petit peu avant, parce que après j'ai passé un brevet de technicien supérieur agricole, mais spécialisé gestion et protection de la nature. Donc j'ai dû partir vers l'âge de 18 ans, quoi. Voilà. Ça s'est passé où ce brevet, ce BTS ? En Corrèze, donc à Neuvic. Voilà, et au bord d'un lac, là, et dans un lycée agricole. C'est là que j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et voilà, pas plus. La Corrèze, mais pas très loin de chez moi, 80 km, mais c'était super. Donc génial. Et c'est important comme ça, ce lien, ce rapport à la terre de façon historique, on va dire. Je sais pas, c'est pas vital, mais oui, c'est crucial. Moi, je
j'adore les animaux. On a des poules, on a des lapins. Bon, on n'a pas de ferme, mais j'aurais pu faire agricultrice. Mes parents, voilà, ils m'ont plutôt incité à faire autre chose parce que métier difficile. Voilà, mais oui, c'est vital. Après, je bosse dans la protection de la nature, je suis souvent dehors, presque tout le temps dehors, et puis je discute beaucoup avec les gens. Alors, les agriculteurs pendant une période, et là maintenant c'est plutôt les forestiers, le monde de la forêt. Et donc voilà, l'idée c'est d'être proche des gens, d'essayer de comprendre leurs problématiques et qu'ils comprennent la mienne aussi par rapport à la protection de la nature en général, par rapport au changement climatique, etc. Et de leur faire comprendre aussi vers quoi on pourrait tendre pour concilier tout, quoi. Voilà, c'est pas toujours simple, mais ça se fait. C'est bien, vous nous faites un teaser de ce qui va se dire dans les minutes qui suivent. Donc au début, vous avez été vous avez dit à la ferme, ensuite étudiante. Attention derrière toi, Corentin, il y a une voilà. Non, parce que Corentin nous filme avec grande dextérité, mais il ne faut pas qu'il tombe. Je vais prendre soin de Corentin. À quel moment vous êtes dit comme ça, il faut prendre soin de l'environnement, vous avez pris conscience encore plus que peut-être d'autres personnes qu'il fallait être attentif à cette terre qui nous... Je sais pas trop en fait. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Alors après, non, mais et que je me pose aussi. Bon, voilà, il y a des choses qui s'expliquent pas. Le fait d'avoir habité et vécu dans des endroits quand même très ruraux, très préservés, peut-être ça joue. Mais je sais qu'il y a eu un facteur déclenchant quand je dois avoir 10 ans, 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont je parle aux enfants aujourd'hui quand on reçoit des classes pour les sensibiliser. Une fois, mon père coupait un très gros chêne, très très vieux chêne, pluricentenaire, et au pied, en fait, j'ai découvert quand il est tombé, en fait, 2 salamandres. Et je savais pas du tout que c'était des salamandres, hein, elle n'avait pas de bouquin là-dessus ni quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi, je suis tombée complètement amoureuse de ces petites bêtes. J'ai trouvé ça génial, très fragile. Elles étaient protégées par ce chêne. J'en voulais à mon père d'avoir coupé l'arbre. Il a coupé pour une raison, il était trop vieux ou c'était pour une raison de chauffage ou d'autre chose? Pour du bois, peut-être gagner quelques mètres carrés d'herbe, mais j'avoue que quand il est tombé, pour moi c'était un déchirement. Et voilà, et là j'avais eu aucune information ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça, quoi. Voilà, je me sentais reliée aux arbres. Ça peut paraître un peu dingue, mais voilà, quand j'étais petite, que j'allais pas bien, il y avait des grands frênes à côté de chez moi, j'allais sous les grands frênes avec le vent, le bruit du vent dans les feuilles, et ça me rassérénerait, j'allais vraiment bien après, et voilà, ça faisait partie d'un tout. Une connexion. Une sorte de connexion, ouais. Et des connexions bien, pas comme les connexions Internet maintenant. Oui, après il y a du plus et du moins, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions aujourd'hui qui sont très virtuelles, entre guillemets. Mais bon, il y a aussi, surtout nous ici, dans des secteurs où on est tous à distance les uns des autres, on est loin aussi de nos familles ou de nos amis. Là, ça reconnecte aussi. Donc voilà, il faut savoir les gérer, quoi. Faut savoir les utiliser à bon escient. Mais il y a du positif dans ce progrès-là aussi, quoi. Toutes ces années comme ça, BTS, les études, des souvenirs qui restent un peu, avec des amis peut-être, avec des rencontres, peut-être des voyages à l'étranger, non? Ou en France, déjà même, on voyage en France. Ouais, ce qui a été très fort pour moi, en fait, c'est l'entrée en BTS, gestion et protection de la nature. Je savais pas quoi faire. Bon, voilà, il était exclu que je reprenne la ferme parce que je vous l'ai expliqué, conditions familiales, il m'incitait pas du tout à ça. Juste pour ma culture personnelle, du coup, et puis à tout le monde, la ferme, là, elle est toujours en activité avec la famille, peut-être ou... Alors, cette ferme, il y a c'est toujours des terrains agricoles, mais non, elle a été vendue en fait et voilà, elle est séparée entre 2 grosses exploitations. D'accord. Ouais. Donc vous avez pris un chemin, donc le BTS, donc vous disiez. Alors oui, je disais dans le BTS, là c'était un peu un pur hasard. Je suis arrivée là un peu par hasard. En fait, j'ai accompagné un de mes copains. Le premier saut d'obstacle. Voilà. J'en aurai d'autres, je pense, dans les jours à venir. J'ai accompagné un de mes amis qui était en terminale avec moi. Et lui, il était à fond pour entrer dans ce BTS. Et puis, je l'ai suivi pour voir un peu de quoi ça parlait. Puis je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Je me suis inscrite. Et vraiment, quand je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré des gens qui
qui vivaient, qui ressentaient les mêmes choses que moi. C'était vraiment, je me suis dit, waouh, j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé par hasard le lieu où je voulais être. Voilà. Donc, ça avait du sens. Ça avait du sens, voilà. Donc j'ai encore pas mal d'amis qui sont un peu partout en France, avec qui on était en BTS ensemble. Il y a un lien particulier justement d'avoir été étudiant en même temps avec ce groupe d'amis. C'est un groupe qui va rester entre guillemets, comme on dit souvent, pour la vie, quoi. Oui, c'est ça, pas avec tout le monde, mais avec une partie. Et effectivement, oui, ça crée des amitiés très profondes et qu'on entretient. Voilà. Après, on est à distance, donc on les fait vivre comme ça. Mais voilà. Sinon, après, vous parliez des voyages. Moi, j'ai fait 2 voyages ailleurs, assez loin en fait. Donc je suis allée à Madagascar une première fois et je suis allée en Guyane française. On a au moins un point commun, y compris tous les 3, parce que Corentin qui est derrière est allé aussi en Guyane. Et d'ailleurs, il en a un exemple autour du cou. Oui, c'est vrai. Et ici, un exemple Kiki, oui. Oui. Oui, alors donc du coup, Madagascar, c'est juste sublimissime. Je crois que c'est probablement, c'est presque, enfin c'est plus qu'une île, avec des décors de fou. Vous y êtes allé pour quelle raison ? J'y suis allée parce que j'avais jamais voyagé trop, moi en fait. J'ai découvert la mer à 18 ans, vous moquez pas de moi, mais pas du tout. C'est comme ça, voilà. Et donc à Perpignan. Et donc j'avais envie d'aller faire un tour. Ce qui m'intéressait, c'était les lémuriens et puis aussi toute la faune reptilienne, etc. Et déjà, on savait que Madagascar était très menacé en fait, notamment par la déforestation. Et puis la déforestation qui implique aussi que toute la barrière de corail qui est sur une partie est colmatée. Et voilà, du coup, j'avais envie d'aller là-bas pour m'en rendre compte, pour voir comment vivaient les gens, etc. Et ça a été super parce qu'on a fait du taxi-brousse, on a fait de la randonnée, on a fait du stop et on a voyagé comme ça en vivant chez les gens. Il y a eu des rencontres fabuleuses, quoi. Voilà. J'ai pas gardé de contact, mais c'était très... C'était un moment, une bulle de bonheur. Voilà, tout à fait. Et du coup, vous étiez resté combien de temps, vous avez dit, à Madagascar ? 15 jours. Ah oui, 15 jours, ok. Non, je pensais que c'était un petit peu plus long. Bon, je vous rappelle, on est tout de suite là sur le site du Festival d'Olt, qui est un site absolument incroyable. Je pense un peu comme votre vie aussi, probablement. Donc Madagascar et puis ensuite la Guyane. Et la Guyane, oui. Bon, la Guyane, pareil, c'est la forêt équatoriale. Donc c'est un peu mythique pour des naturalistes. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir ça, j'avais envie de faire de la pirogue, d'essayer de voir, j'en sais rien, l'anaconda, voilà, tous les singes hurleurs. J'ai encore en tête les singes hurleurs la nuit quand on est dans les hamacs là, dans les carbets, quoi. Les moustiques aussi, c'est sympa. Alors les moustiques, ouais, bon bah voilà. Après Il faut avoir du piquant dans la vie un peu, hein. C'est ça, puis moi il m'aime bien, donc ça va. On est deux. Ouais, non, mais après voilà, on apprend à vivre avec. Non, c'était chouette, ouais, les matoutous, tout ça, c'était vraiment super, très dépaysant et ça permettait de s'ouvrir aussi, d'avoir un peu une autre vision de la France, une autre vision de comment vivent des gens dans des conditions complètement différentes de ce que moi j'avais vécu. Ne serait-ce que prendre l'avion. J'ai découvert plein de choses. Comme je vous le dis, je sortais de chez moi, c'est le cas de le dire, quoi. Bon, on se fera un débrief Guyane ensemble plus tard. Parce que j'y ai passé 7 ans en Guyane. Ouais. Donc ce que vous dites, ça me parle vraiment. Puis il y a les senteurs aussi. Donc vous parliez de la forêt. C'est d'ailleurs la seule forêt primitive, qui date de la création de la Terre. Et ça n'a jamais été détruit ni par les aires glaciaires, ni par tous les autres, les inondations, les augmentations, baisse des océans. Et c'est pour ça qu'il faut les préserver. Donc du coup, très rapidement, vous vous êtes dit, mon métier là, c'est ce métier là que je veux faire. Oui, je le savais déjà. D'ailleurs, je travaillais déjà là. Quand je suis allée en Guyane, je travaillais déjà. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Alors rappelez-nous votre métier. Alors moi, aujourd'hui, je suis technicienne de l'environnement et je suis spécialisée dans la forêt en fait, au Parc national des Cévennes. Et sinon, j'ai commencé en tant qu'agent de développement local dans l'Hérault, au départ pour un centre de recherche sur la faune sauvage, puis après pour des communes. Et voilà, au début, j'ai bossé à l'usine après le BTS pour arriver à avoir un peu d'argent et puis pouvoir tout simplement me proposer en bénévole et avoir un pied à l'étrier parce que sinon, c'était pas facile non plus de trouver du boulot, surtout dans cette branche-là. Et puis après, j'ai passé des concours et voilà, je suis rentrée technicienne de l'environnement, technicienne des parcs nationaux à l'époque, on disait. J'ai commencé en Vanoise. Et après, j'ai choisi de venir dans les Cévennes. Voilà. Alors pour quelle raison justement de venir dans les Cévennes ? C'était quoi votre motivation ?
Venir dans les Cévennes, une petite explication, c'est que forcément, il y a j'étais venue en vacances plusieurs fois ici. Il y a beaucoup de paysages, etc., qui ressemblent beaucoup à chez moi, au Cantal. Donc j'avais un peu cette image de recherche, quand même, je pense, au fond de moi. Et après, par rapport aux parcs nationaux, c'est vrai que le parc national Cévennes, c'est un parc habité où il y a des activités. Et moi, j'avais envie du défi, en fait, pour cette protection de la nature. Il faut vraiment qu'elle se fasse avec les gens. Il faut arriver à leur porter à connaissance ce que nous on peut connaître et que ça soit partagé et en fait qu'ils se l'approprient et après c'est à eux de faire les choses quoi en fait. Et ici en moyenne montagne et dans ce parc ça me parlait plus qu'en haute montagne. En plus j'étais en Tarentaise et j'ai rien contre les Tarentais ou la haute montagne et c'était chouette et j'ai appris plein de choses etc. Et c'était mon vœu de départ d'aller découvrir tout ça. J'ai appris à skier, c'était mon vœu depuis longtemps. Ça a changé de ski. Sportive un peu ou pas trop ? Oui, si, quand même. Après, un peu moins quand même ces derniers temps, mais oui, si, quand même. Et quel genre d'activité ? Le ski de rando, le ski de rando, j'adore. Alors là-bas, c'était du ski de rando alpin. Ici, c'est du ski de rando nordique. Mais dès qu'il y a de la neige, moi, j'ai la banane et c'est génial, quoi. Bon, ici, c'est de plus en plus dur pour avoir de la neige, mais bon, voilà. On a eu 2-3 petits épisodes entre l'hiver dernier et celui-ci, quand même, qui étaient fort sympathiques. Sur le plateau de l'Aubrac, là, on a pu faire des choses incroyables. Puis même, là, autour du Mont-Lozère et ailleurs, ça a été sympa sur les Gouales aussi, bien sûr. Oui, sur les Gouales aussi, ouais, il y a une grosse chute, là, d'1,50 m, mais oui, non, c'est un bel endroit, c'est diversifié. Et donc, ça permettait effectivement aussi de faire... de continuer à pratiquer la montagne en hiver, ce qui m'a beaucoup plu. Bon, après, je suis loin d'être une grande experte, parce que moi, j'avais des collègues en vanoise. Ils auraient pu être guides de montagne, de haute montagne. C'était vraiment des férus et des grands spécialistes. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Mais j'ai regretté ça en partant, parce qu'il y avait en fait un côté... c'est vrai que quand on est en haute montagne, qu'on se déplace surtout en hiver, mais pas que, où on vit des moments très très forts, où si vous faites l'aiguille de la vanoise, par exemple, si vous avez une corde entre vous et votre collègue en avançant, et s'il y en a un qui tombe d'un côté, il faut que vous sachiez sauter de l'autre. Donc il y a plein de moments très très forts comme ça qui se créent, du lien, et qui fait que pour partir, c'est pas facile. Voilà. Mais bon, le projet pour venir dans les Cévennes et la Lozère était quand même très très fort. Donc... C'était un projet de couple, ça, ou c'était un projet vous perso ? Non, c'était un projet de couple, oui. On se retrouvait complètement... on était venus vraiment à chaque fois pendant les 4 ans, on était en vanoise, on est venus presque à chaque fois en vacances ici. Et on savait que c'était ici qu'on ferait notre vie, quoi. Voilà, donc on a commencé par le Gard, en fait. Parce que les Cévennes, c'est Gare-Lozère, donc on était pas loin de l'Espérou, et pendant une dizaine d'années. Puis ensuite, on est venu s'installer en Lozère quand on a enfin trouvé quelque chose à rénover. Vous êtes dans quel coin, Lozère, du coup, si c'est pas indiscret, à titre habitation, sans dire où vous habitez, mais... Oui, on est dans le sud-ouest de la Lozère, donc presque aux confins du département et sur le plateau du Méjean. Plateau du Méjean, qui veut dire le cos du milieu, Méjean. C'est ça, avec... L'Umejo. Non, mais vous êtes sur un terroir, un territoire, une géographie, sur un lieu qui est complètement incroyable. Le Méjean, je dirais presque, la Bretagne, ça peut être compliqué, mais le Méjean... Je sais pas par quels aspects vous voyez que c'est compliqué. Non, le Méjean, moi j'adore le Méjean. Si on aime les chevaux de Przewalski et la neige et le vent et pas les grandes forêts pour le coup. Non, c'est sûr, il n'y a pas de grandes forêts. Mais bon, après, voilà, avec mon métier, je suis amenée à me déplacer, il y a des forêts aux alentours. Mais oui, non, moi, comme je vous l'ai dit, je suis née dans des terres où c'était très dégagé, près des sommets. Et voilà, je pense que tous ces grands espaces, moi, je m'y sens à l'aise, quoi. Je suis vraiment chez moi, quoi. C'est là que je me sens bien. On parlait tout à l'heure de neige, de ski. Vous avez une saison favorite dans l'année ? Parmi les 4 saisons, tout du moins. Oui. J'aime bien le printemps parce que c'est vrai que ça revit. Il y a tous les chants d'oiseaux. Voilà, maintenant, donc moi j'ai commencé à observer les oiseaux et à connaître les oiseaux. Alors, là, il y a un oiseau qui chante. On est au Festival d'Olt. Je vous rassure, tout se passe bien, On va avancer un peu. Oui, donc effectivement, le printemps, c'est le renouveau. Déjà, on a besoin de soleil parce qu'on n'a peut-être pas eu beaucoup de soleil en hiver. Et puis, moi, quand j'ai commencé, c'est ce que je disais, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nature, à observer les oiseaux, c'était avec des jumelles, donc c'était de l'observation, c'est avec mes yeux. Et en fait, j'ai appris au fil du temps à connaître les chants. Et ça, c'est fabuleux parce qu'après, du coup, on peut se dégager des jumelles. En plus, les oiseaux, on les voit quasiment pas, en fait, aux jumelles, surtout les tout petits. Par contre, les chants, c'est partout, quoi, voilà.
n'importe où en ville. J'arrive à Mende, l'autre jour je me garde devant la coopérative agricole, et ben, j'entends des chants d'oiseaux et mon cerveau il les calcule tout seul et c'est génial. Alors du coup, comme j'ai franchi cette étape, ça fait le lien avec le Festival d'Olt. Moi qui ai voulu toujours faire de la musique mais qui n'en ai jamais fait gamine, bon ben voilà, il n'y avait pas possibilité. Là, je me suis dit, allez, faut que tu te lances un peu dans la musique. Donc j'ai essayé, mais bon. Alors, par quel bout? L'accordéon, parce que j'ai une prof... Flûte à bec, moi j'aurais dit au démarrage ou harmonica, mais l'accordéon, bonjour. Flûte, j'avais fait ça à l'école. Non, je plaisante, mais... Non, mais l'accordéon parce que c'est joyeux, parce que j'ai une prof, une amie qui est prof, qui fait d'autres instruments, et voilà, j'avais envie de démarrer. Cela dit, très très compliqué, il faut savoir faire plein de choses en même temps. J'ai beau être une femme, là j'avoue que devant l'accordéon, j'ai plié. Vous avez fait passer le bon message, c'est vrai que les garçons font moins que les femmes. C'est pas ce que je voulais dire. Non, pas du tout, je le prends pas comme ça. C'est vrai qu'on a tendance, enfin en tous les cas, moi j'ai tendance à essayer de vouloir faire plein de choses en même temps. Et donc je me disais l'accordéon, oui, alors il faut savoir respirer, il faut jouer différemment à droite, à gauche et battre le rythme, etc. Et non, en fait, ça faisait quand même beaucoup trop pour quelqu'un qui n'avait pas connu la musique. Donc ça démarre tout doucement, voilà. Et c'est quoi? Vous avez appris un peu le solfège du coup ou c'est à l'oreille ou... avec la prof, le solfège est très important et en fait j'en ai fait un peu petite en fait de solfège toute seule. J'avais un bouquin et je faisais un peu de solfège parce que j'aimais ça et j'avais envie d'en faire, mais j'ai pas pu aller très très loin toute seule. Bon, vous êtes hyper souriante, vous êtes rêveuse, je pense, mais vous définiriez comment votre caractère à vous? Je sais pas, c'est toujours difficile ça. Je pense que j'ai un côté naïf entre guillemets, c'est-à-dire ou utopique. C'est pour ça que ça me parle beaucoup là, Oltopia, parce que j'y crois toujours, quoi. Jusqu'au bout, j'y crois. Voilà, c'est ce qui m'a porté. Donc moi, j'ai pas envie qu'on m'impose une réalité, qu'on m'impose un réel particulier. Et qu'on se dise, voilà, ce qui m'exaspère le plus et que j'ai beaucoup de mal à comprendre, et du coup même des fois ça peut être difficile pour moi d'arriver à trouver les mots pour motiver les gens, parce que c'est quelqu'un que je vais trouver complètement résigné, puis qui me dit non mais de toute façon on changera rien, maintenant c'est comme ça, vous êtes les bisounours. Bon, voilà. Non, je me dis non, on n'a pas le droit de s'arrêter, il faut continuer à y croire, et je pense que l'utopie, c'est vraiment le moteur de l'avenir, et c'est nous dire que l'utopie c'est l'inverse du réalisme, c'est pas vrai. Je pense que c'est l'inverse du conservatisme, mais pas du réalisme. Voilà. Le battement d'aile du papillon peut changer beaucoup de choses, non ? Oui, c'est ce qu'on dit effectivement. Un battement d'aile d'un côté de la planète pourrait changer de l'autre côté. Bon, je pense qu'il en faut peut-être plus d'un battement, mais en tous les cas, les cumuls. J'aime bien dans le même état d'esprit l'histoire du colibri. Qui va participer pour éteindre l'incendie de la forêt, même s'il y va goutte à goutte et qu'il se fait critiquer par tous les gros animaux qui finissent par le suivre et aller avec lui pour essayer de l'éteindre. Ça, c'est une histoire que j'ai racontée à mes enfants. Ça peut paraître effectivement très utopique, etc. Mais ça compte. Cela dit, ce dont je me suis rendu compte, et surtout ces derniers mois, c'est que ça ne dépend pas que des individus et qu'il y a aussi un gros problème, une grosse question de système derrière, et que les individus au bout d'un moment sont quand même dépendent d'un système, et que si on joue pas pour faire changer ce système, on aura beau mettre chacun d'entre nous la plus grande volonté du monde, on va quand même à chaque fois avoir beaucoup de barrières et on n'y arrivera pas forcément. Donc c'est pour ça que là, il y a une forme d'engagement de ma part pour essayer de changer le système, et que tous les individus et tous les efforts qu'ils font aillent vers vraiment un changement de nos vies. Sur des coups de tambour. Tout à fait. Alors, on va se rééloigner de la politique un peu. Vous parliez du colibri, on parlait des animaux, de l'aile du papillon. Vous avez des animaux à la maison ? Oui, donc on a des lapins en cage. Vous l'avez dit tout à l'heure en plus. Ouais, on a des lapins en cage pour les manger, mais bon voilà, il y en a qu'on garde plusieurs années. On a des poules, et puis on a un chien aussi. Voilà, Ça s'appelle comment ce chien ? Il s'appelle Cyrus, comme les nuages. Les nuages. Cyrus, c'est pas annonciateur de pluie, ça ? Si, c'est annonciateur de pluie, mais des fois on en a besoin sur le COS, surtout en ce moment d'ailleurs. Tant que ça disparaît pas dans les souterrains du COS Méjean, entre autres. Événement lozérien que vous aimez particulièrement, ici on est sur le Festival d'Olt qui est en train de se mettre en place. Oui, c'est un festival qui a l'air super. Après, je ne vais pas dire autre chose parce que je ne le connais pas plus que ça. Et que... D'autres événements peut-être en Lozère ?
J'ai pas grand chose qui me vient en tête. Qu'est-ce qu'il y a comme événement? Voilà, il y a plein de choses. Il y a les médiévales au Malzieu, la transhumance ou d'autres événements. Il y a tellement de choses ici en Lozère. J'ai justement, par contre, ce qui me vient à l'esprit, effectivement, quand on parle culture, événements en Lozère, c'est que justement, moi, ce qui m'a un peu scotché, c'est qu'il se passe plein de choses, en fait. On dit, en gros, la Lozère, c'est paumé. Bon, c'est pas tout à fait vrai. La Lozère, il y a personne et tout ça. Ouais, mais d'accord, mais quand même, il se passe plein de choses. Et je vois notamment les programmations qu'il peut y avoir à la Jeunette Verte, par exemple à Florac, ou le tissu associatif. Voilà, sur le Méjean, il est très important, par exemple. On n'a pas besoin de faire des kilomètres pour s'impliquer dans une association ou faire des choses avec les autres. C'est assez fabuleux. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de régions, même plus peuplées ou départements plus peuplés, qui peuvent nous l'envier carrément. Tout à fait. Donc connexion avec la terre, connexion avec le vivant, connexion avec l'humain. Ça, c'est des choses qui vous parlent très fortement. Il nous reste à peine 3 minutes. Ça passe vite, hein, vous avez vu finalement. Et oui, vous avez vu. Et j'ai tellement de questions à vous poser. Vos plus grands bonheurs de la vie, ça serait quoi, hein? C'est quand j'ai accouché de mes enfants, et surtout le premier, forcément, parce que non, c'est fabuleux de créer la vie, en fait. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est beau ça, hein? Combien d'enfants? 2. 2 enfants? Et garçon-fille? Oui, les 2, oui. Choix du roi, alors. Ah, c'est ce qu'on dit, ouais. Bon. Mais oui, non, c'est super d'avoir les 2, effectivement, mais ça aurait été super d'avoir 2 filles et 2 garçons aussi. Ils ont quel âge maintenant? Alors 18 et 17, enfin presque 19 et 17. C'est indiscret de vous demander leur orientation future, peut-être professionnelle? Non, c'est pas indiscret. Donc il y en a un qui est installé en charpentier, enfin qui bosse en fait en charpentier, voilà, qui a fait un bac pro. Avec le chêne qu'a coupé son grand-père. Ben non, avec autre chose, mais bon. Voilà. Et puis la seconde, non, pour l'instant, elle sait pas. C'est pas ce qu'elle veut faire pour l'instant. On va voir. Bon, génial. Allez, comme là, on arrive tout doucement à la fin. Comment voyez-vous la Lozère dans une vingtaine d'années? Comment aimeriez-vous la voir? Alors, une Lozère toujours aussi vivante, voire peut-être plus au niveau du tissu humain et du tissu associatif, enfin voilà, de tout ce qui est très vivant déjà. Et puis, je pense à l'agriculture. Peut-être on est une terre d'élevage, ce qui est déjà bien, mais une agriculture encore plus diversifiée. Voilà, parce que tout le monde aime bien avoir les produits locaux, frais qu'on peut avoir à proximité. Et puis une Lozère qui reste culturelle. Bon, écoutez, elle a déjà plein d'atouts elle a franchi les siècles et elle a encore plein d'atouts pour aller très très loin. Elle aura besoin d'un coup de main, mais je vais pas faire de politique parce qu'on m'a dit de pas en faire. Ah bah voilà, au moins on est raccord là-dessus. Merci infiniment. On est à 20 secondes de 28 minutes. Vous avez vu, c'est passé très vite. C'était un pur bonheur. Merci de nous avoir accordé cet échange. Merci beaucoup à vous. Merci franchement, c'était super. À bientôt. Au revoir.